Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre intérêt pour cette deuxième visioconférence. Cette mandature municipale 2014-2020 n'aura épargné ni vos élus, ni vos administrations municipales. De la baisse drastique des dotations financières de l'État à cette pandémie sans précédent, les équipes dirigeantes, avec leur DGS en première ligne, ont fait front de toutes parts. Je souhaitais, avant de démarrer cette deuxième visioconférence, vous rendre hommage, mes chers collègues, pour votre professionnalisme, votre conscience professionnelle, votre sens de l'adaptation pour gérer cette crise inédite. Aucun texte abouti, protocole ou référentiel ne vous donnait les modes d'emploi. Et c'est bien normal compte tenu des conditions de la mise en œuvre de cette urgence absolue qui a été cette période de confinement de la population, de ses services publics et d'une très grande partie de l'activité économique du pays. Vos organisations professionnelles, mais également vos organismes personnels ont été mis à mal. Au regard de la première visioconférence du 7 mai et les deux ateliers le 9 mai, et bien sûr de la période de déconfinement qui arrive avec toutes ces incertitudes, nous avons pensé avec nos partenaires MNT, SMACL et Prémanis et l'équipe d'experts qui nous accompagne dans ce projet, de parler de vous, de vos fonctions et responsabilités qui sont les vôtres dans cette crise permanente dont on ne connaît pas l'issue à ce jour. Les sujets abordés se veulent pragmatiques avec la volonté de répondre au mieux à vos préoccupations quotidiennes. Pendant cette heure et demie passée ensemble, une large place sera laissée aux questions. N'hésitez pas à intervenir, à faire part de votre expérience, des difficultés que vous rencontrez. Je passe la parole sans tarder à nos trois experts, ergonomes de formation. Jacques Bernon est consultant en santé, travail et dialogue social. En ce moment, il exerce une mission auprès du ministère du Travail sur les guides de bonnes pratiques dans les entreprises en période pandémique. Il est également responsable du département santé-travail à l'ANACT pendant près de 10 ans. Yann Thomas, président de Prémanis, intervenant en santé et sécurité au travail auprès des collectivités territoriales. Il est également enseignant universitaire spécialisé en prévention des risques professionnels et qualité de vie au travail. Enfin, Philippe Molière, il est responsable prévention à la MNT. Donc, je passe maintenant la parole à Jacques Bernon. Merci Jackie pour cette présentation et cette introduction. Et effectivement, je voudrais bien dire à chacun d'entre vous, en vous saluant, que nous avons choisi les thèmes dans une continuité. D'abord, il nous semble que dans les collectivités territoriales, eh bien, finalement, le fardeau repose beaucoup sur les épaules du DGS, des DGA éventuellement selon les situations, mais repose beaucoup sur ces épaules du dirigeant, du plus haut dirigeant de l'administration, évidemment avec le maire, mais dans sa relation de transformation de toutes les décisions municipales, c'est bien lui qui porte le gros du fardeau. Et on voyait bien comment dans cette période pandémique, il y avait une espèce de continuité. Le risque sanitaire, bien sûr, il est là, et on essaie de vivre avec et de s'adapter avec. Mais à côté de ce risque sanitaire, il y a finalement la charge de travail pour vous dans l'exercice de votre mission, dans l'exercice de votre poste. Et finalement, on avait un peu envie de considérer le DGS comme un travailleur au sens noble du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui est, pour ceux qui connaissent les échecs, qui est un peu comme la reine sur un échiquier, c'est-à-dire qu'il doit surveiller toutes les cases à tout moment et en permanence, sans avoir de plus le pouvoir, à l'instar du cavalier du jeu d'échecs, de pouvoir sauter des cases. Il faut qu'il regarde partout. Donc, c'est ce métier-là, cette mission-là, cette fonction-là, que nous avons voulu observer un peu mieux, de manière à dire que, ben oui, on comprend quand même le travail que vous avez à fournir dans cette période. Et du coup, avec ce poste de DGS ou de DGA selon les configurations, le deuxième point qu'on voulait évidemment évoquer, c'est celui de l'isolement. D'une part parce que vous êtes d'une certaine manière un peu isolé, mais il n'y a pas que vous. Il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de vos collègues agents territoriaux qui se sont retrouvés isolés dans cette période pandémique. Et finalement, c'est un risque collatéral du risque sanitaire que de voir toutes ces personnes qui ont été isolées. Et donc, on a souhaité pouvoir traiter aussi de cette question-là de l'isolement en risque
collatérales. Et enfin, on ne voulait pas toujours être sur des visions un peu pessimistes, mais de se dire finalement la reprise revient. On sait très bien que l'été, c'est une période plutôt festive dans les villes et dans les villages, et que finalement, comment appréhender en période de pandémie, comment essayer de redonner du souffle, comment essayer de redonner de l'espoir pour que finalement on se réouvre à une vie sociale où le sourire remplace un peu la tristesse. Donc voilà le cheminement qu'on vous proposait dans ce webinaire. En traitant de chacun de ces thèmes. Alors, je vais commencer par évidemment parler de la charge de travail, mais encore une fois, par rapport à cette question-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Philippe va rassembler l'ensemble des questions à la fin, et puis avec Yann, nous tenterons d'y répondre. Alors, tout d'abord, sur la charge de travail, ce que nous constatons, si, entre guillemets, nous faisions une analyse de poste du DGS, je dirais qu'il y a deux grandes caractéristiques dans cette période qui ressortent. C'est la prise en étau, l'enfermement dans un filet. La prise en étau, pourquoi? Parce que vous avez toutes les contraintes extérieures qui sont là, les contraintes sanitaires extrêmement fortes, avec des directives qui vous arrivent, non pas de votre équipe municipale, mais d'au-dessus encore de l'équipe municipale, c'est-à-dire des pouvoirs publics, de la préfecture, du gouvernement. Et tellement de contraintes dans tous les domaines que, évidemment, il faut que vous soyez partout. Alors ça génère des contraintes parce que y a celles qui sont de l'extérieur, et puis à l'intérieur, vous en avez, parce que comme il faut les mettre en musique, eh bien, ça exige beaucoup de choses. Enfin, si on pense ne serait-ce qu'aux écoles, de dire tout d'un coup, on divise les classes par deux, il faut tout réaménager, les cantines ne sont plus les cantines, enfin, etc. Il y a vraiment des tas de contraintes à l'intérieur qui viennent se percuter du fait de ces contraintes exogènes. Donc, du coup, eh bien, vous êtes pris dans un système d'étau, et on le comprend très bien, quand on est pris dans un système d'étau, eh bien, plus l'étau se resserre et plus ça fait mal. Et ce n'est pas suffisant. Il y aurait encore eu que celle-ci, vous auriez pu essayer de desserrer l'étau. Mais en plus, il y a le filet. Le filet, c'est l'urgence, l'incertitude, le mode de travail dégradé, tout ça qui est dans cet environnement qui vient vous percuter très, très fortement. Ce qui veut dire qu'en fait, et la conclusion de ce point sur l'étau et le filet, c'est que vos marges de manœuvre sont extrêmement réduites. Et quand on n'a pas de marge de manœuvre, on n'a pas véritablement de possibilité d'être le maître de son destin. Alors vous essayez évidemment tant bien que mal, mais cette privation de marge de manœuvre, elle a des conséquences, et elle a des conséquences évidemment sur votre travail et sur ce que vous aviez l'habitude de fonctionner. Quand on est au travail, en fait, on a chacun d'entre nous, avec nos manières de voir, nous avons des logiques d'action. Et la logique d'un DGS d'un village, d'un DGS d'une ville moyenne, d'une grande ville, évidemment, ne sont pas du tout les mêmes, mais nous avons tous, à notre poste, nous avons tous des logiques d'action. Et ce que l'on n'aime pas vraiment, c'est quand ces logiques d'action, elles sont perturbées. Qu'elles sont perturbées et qu'on est privé de ces fameuses marges de manœuvre. Donc ça constitue de la charge de travail. Mais plutôt que de parler de la charge de travail, je voudrais parler de la surcharge de travail. En fait, comment ça fonctionne? Finalement, votre travail, il est dans votre tête. Et le travail de chacun d'entre nous, il est d'abord dans la tête. Même un ouvrier qui est couvreur, qui est maçon, etc., le travail, il est dans sa tête. C'est-à-dire qu'il se représente les choses. Pour un DGS, la représentation qu'il a, je vais prendre une image, c'est celle des dossiers. Dans votre tête, vous avez une multitude de dossiers qui sont ouverts. Et il y a des moments où vous en reposez quelques-uns et vous en traitez certains, vous les prenez les uns derrière les autres, vous pouvez en traiter 1, 2, 3 d'affilée, de front. Mais ce qui se passe dans la période pandémique, c'est que tous les dossiers sont ouverts. Les dossiers du personnel, les dossiers du dialogue social, les dossiers financiers, les dossiers de l'organisation de vos équipes, les dossiers de lien avec la population, les dossiers de lien avec les élus municipaux. Tous les dossiers sont ouverts en même temps. Et évidemment, quand vous avez tous les dossiers qui sont ouverts en même temps, eh bien, ça provoque de l'embouteillage, ça provoque de la surchauffe. Et la surchauffe, ça s'appelle la surcharge de travail. Et la surcharge de travail, ce n'est pas indolore. La surcharge de travail, ça commence à attaquer finalement les ressources que les uns et les autres nous avons. Vous savez, il y a une expression qui dit finalement, quand on est pris comme ça dans une situation d'urgence, dans un filet inextricable,
on commence par donner de soi. On donne de soi, c'est-à-dire on met au pot un peu plus que ce que l'on a l'habitude de mettre. Et chacun d'entre nous, on a cette forme de résilience et de réserve d'une certaine manière où on donne, où on donne. Et puis, dans cette période que nous connaissons, comme l'urgence, c'est une urgence déguisée parce qu'en fait, elle est en train de s'établir en urgence chronique. Alors, urgence chronique, c'est presque un oxymore, c'est impossible, parce que l'urgence, ça doit être momentané. Mais non, là, on est dans une urgence chronique qui s'installe. Et du coup, de donner de soi, c'est ce qu'on met en face comme ressource par rapport à l'urgence. Mais quand on a fini de donner de soi, on commence à passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, ça s'appelle prendre sur soi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a finalement utilisé son stock de ressources, son stock de réserves, eh bien, on va commencer à taper dans le dur. On va commencer à aller puiser au plus profond. Et on va prendre sur soi pour faire face. Et vous voyez bien que ce processus, si jamais il se maintient, eh bien, ce processus va être effectivement extrêmement pathogène pour la santé psychique, pour la santé physique, parce que les uns vont l'exprimer d'une façon psychique, les autres vont l'exprimer d'une façon physique, mais ça peut être extrêmement pathogène. Donc voilà un peu le processus dans lequel cette situation pandémique, de mon point de vue, vous place, vous, les responsables des collectivités, elle vous place dans ces situations. Alors évidemment, c'est très diversifié. C'est très diversifié en fonction de tas de choses, des secteurs, de la nature de la collectivité territoriale. Si c'est un syndicat, si c'est une agglo, ce n'est pas forcément la même chose que dans la collectivité proprement dit, dans la commune. Donc voilà un peu le diagnostic que l'on peut faire sur cette fonction de DGS. Alors c'est bien d'avoir un diagnostic, c'est bien d'avoir inventorié la charge de travail, mais la question c'est comment on s'y prend maintenant pour essayer de dépasser cette situation-là. Alors, de mon point de vue, il y a 3 leviers. Il y a 3 leviers à actionner. Le premier des leviers, il est de l'ordre managérial. Il est de l'ordre managérial, c'est votre boulot d'être des managers, des hauts dirigeants. Et c'est donc dans cette fonction-là que vous devez aller chercher les leviers pour puiser de nouvelles ressources, parce que sinon, les vôtres vont s'épuiser et vous allez vous retrouver sur le carreau. Alors le premier, c'est évidemment la négociation. La négociation de la charge de travail avec le maire. Alors vous allez me dire, et je suppose qu'il va y avoir des questions là-dessus, c'est pas si évident, nous on est là, ils exécutent la situation, etc. Plus on est dans une situation vis-à-vis des élections qui est complètement ubuesque actuellement, parce qu'on sait des choses, mais on ne sait pas si les choses que l'on sait, elles sont vraies, on ne sait pas quand l'avenir va se décider, enfin bref, vous savez ça mieux que moi, donc ce n'est pas facile. Mais ceci étant, avec le plus haut responsable de la municipalité, évidemment que c'est là où il faut aussi aborder ces questions. On a toujours de la pudeur à aborder les questions du travail. On a de la pudeur de parler de son travail, parce qu'on est payé pour, parce qu'on est là pour ça, et puis parce que ceci, parce que cela. Mais il ne faut pas hésiter à aborder ces questions-là et de voir comment, finalement, des tâches peuvent peut-être se répartir les uns avec les autres. Ça, c'est vrai avec l'équipe municipale. C'est vrai avec son équipe, avec ses DGA, quand il y a des DGA, avec ses managers dans les autres structures. C'est évident que la délégation est un phénomène, un levier à activer au plus haut point. Peut-être dans certaines villes, avez-vous choisi de mettre en place un référent pour le coronavirus. Peut-être dans d'autres, avez-vous choisi de mettre en place une cellule de crise. Tout ça, ce sont des outils de la délégation pour vous décharger un peu de cette pression qui vous encercle tel un étau. Et enfin, le deuxième levier, pardon, c'est celui du collectif. C'est-à-dire que quand on est dans un poste tel que le vôtre, on a besoin de ses pairs. On a besoin de ses pairs. Et vous avez raison de vous retrouver entre pairs. Je pense que le rôle du syndicat est là essentiel. Jackie me disait qu'il y avait beaucoup de groupes WhatsApp qui s'étaient constitués. Je trouve que c'est une bonne chose. Naturellement, vous avez trouvé des solutions à ce besoin d'échanger, de dire mais toi tu fais comment, toi tu t'y prends de quelle manière, etc. De manière à pouvoir vous construire finalement une nouvelle logique d'action parce que celle que vous aviez l'habitude d'actionner était battue en brèche. Donc, pouvoir échanger avec ses pairs, pouvoir participer à des réunions comme ça, entendre un peu les préoccupations des uns ou des autres, et c'est évidemment aussi le rôle du syndicat de vous accompagner là-dedans, c'est évidemment essentiel. Et enfin, troisième levier,
Donc, premier levier managérial, deuxième levier collectif, troisième levier, le levier personnel. Le levier personnel, alors ça, c'est facile d'en parler, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, évidemment. Mais il ne s'agit pas de lâcher prise, comme j'ai pu le lire dans certaines publications, dans certains articles où il fallait lâcher prise. Non, ce n'est pas votre boulot de lâcher prise. Et par contre, il faut prendre de la distance. En prenant de la distance, on prend de la hauteur, on peut analyser beaucoup plus sereinement les situations. Et prendre de la distance dans une situation d'urgence, ce n'est pas simple. Et c'est un conseil que je vous donne du bout des lèvres, parce que je sais combien il est difficile à appliquer. Je sais combien certains d'entre vous, et certainement tous, vous y avez pensé à prendre un peu de cette distance, mais que ce n'est pas facile, parce que dès que vous commencez à reculer, vous avez une espèce de corde de rappel qui vous ramène dans l'urgence du moment. Mais c'est un enjeu aussi pour votre santé, c'est un enjeu aussi pour vous. Donc, à des moments donnés, il faut savoir choisir aussi et puis mettre un peu ses priorités. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire sur ce poste de DGS. J'ai pu, dans mes différentes interventions, l'observer et de voir combien toutes ces pressions sont sur vos épaules. Donc, évidemment, je vous souhaite un bon courage. Et puis, je passe la parole à mon collègue Yann. Peut-être a-t-il des choses à rajouter à ce que je viens de dire. Yann? Oui, merci Jack donc pour cette présentation effectivement sur la charge de travail du DGS et du DGA qui est très très forte bien évidemment et on essaye de comprendre et d'en avoir conscience. Juste pour compléter ce que tu viens d'indiquer, tu parlais effectivement d'une question liée à la marge de manœuvre et aux contraintes fortes, très fortes qui pèsent sur le DGS ou le DGA. En fait, ça fait référence là clairement à des modèles qui sont explicités par Monsieur Karasek, qui est un chercheur qui a travaillé sur cette question-là. Et on a tout de suite l'idée du stress, hein, le niveau de stress qui arrive avec la perception de la ressource personnelle et la perception des contraintes de l'environnement. Donc effectivement, lorsqu'il y a un déséquilibre qui arrive entre la perception de ses propres ressources, et donc tu parlais du facteur personnel hein, du DGS, la distance qu'il devait prendre, eh bien effectivement, eh bien, on voit qu'il y a une adéquation qui se met en place entre sa propre ressource physique, psychologique, mentale, là on est vraiment dans l'individu, et les contraintes de l'environnement qui sont extrêmement dégradées, instables et chaotiques. Et c'est cette inadéquation entre les deux qui va créer ce stress, ce niveau de stress qui parfois, effectivement, soit c'est un stress qui va entraîner la personne positivement, mais parfois on va avoir un niveau négatif et on va avoir une somatisation. C'est-à-dire que finalement le stress va générer le prendre sur soi dont tu parlais, Jack, c'est-à-dire finalement va toucher la santé du DGS. Parce que là, on arrive dans quelque chose, le stress qui peut parfois être grave. Hein. On génère des pathologies, on génère voilà, des migraines, des insomnies. Le stress va nous amener à des problèmes aussi de troubles musculo-squelettiques, par exemple des pathologies dorso-lombaires. Des problématiques digestives, etc., etc. Donc, d'où l'importance qu'il y a aujourd'hui, effectivement, de se réunir sur cette thématique, sur cette charge de travail et de voir ensemble, justement, jusqu'à où ce niveau de stress existe aujourd'hui. Hein, et on n'a pas d'indicateur aujourd'hui, bien évidemment, par rapport à ça. Donc, c'est important d'en parler. Et jusqu'à où l'état de santé du DGS peut être affecté par rapport à ces situations qui sont extrêmement graves et extrêmement difficiles à gérer, on en a bien conscience. Voilà, Jack, je voulais juste compléter sur cette question liée au stress par rapport à ce que tu as évoqué sur la charge de travail du DGS. D'accord, merci Yann. Est-ce qu'on a des questions, Philippe? Alors oui, bonjour à toutes et à tous. On a effectivement une première question qui a été posée. Je vous la livre. Hein. Cette pseudo-sortie de crise ne constitue-t-elle pas une occasion inespérée pour les DGS de s'interroger sur le périmètre et sur le niveau de service public rendu aux administrés en remettant à plat les performances respectives des différentes missions? C'est peut-être une question pour toi, Jack, plus directement. Effectivement, le niveau de service public rendu aux administrés. Ben, c'est effectivement, de toute façon, je pense que la période pandémique, d'une certaine manière, et c'est là encore quelque chose qu'on recommande, mais pour toutes les organisations, qu'elles soient associatives, entreprises privées ou entreprises publiques ou organisations publiques, ce que l'on recommande, c'est
de pouvoir faire une capitalisation de ce qui se passe pendant cette période-là. C'est-à-dire de pouvoir mesurer finalement de l'utilité de la continuité de l'activité, de l'utilité sociale des différentes missions, et de pouvoir derrière, quand, espérons-le, une période plus calme se pointera à l'horizon, même si je ne sais pas si ça existe vraiment le calme, mais il faudra quand même aller le chercher, de manière à pouvoir analyser au fond et à froid ce qui s'est passé durant cette période. En fait, c'est ni plus ni moins que la mise à jour du plan de continuité d'activité simplifiée que je présentais à la première visioconférence, c'est-à-dire de pouvoir finalement reposer toutes les bonnes questions. Quelle est la question qui est derrière cette question? C'est finalement les activités essentielles. Et c'est le propre du plan de continuité d'activité simplifiée que de pouvoir s'interroger sur ce qui est essentiel et ce qui est indispensable. Et du coup, à partir de là, on a une fracture, on a une discrimination entre l'essentiel et l'indispensable par rapport, non point au superflu, parce que ça, ce ne serait pas sympathique, mais par rapport à ce qui est peut-être un peu plus secondaire. Et du coup, évidemment que ça va reposer cette question de fond de quel est ce qui est essentiel pour assurer l'intérêt général et le service public fondamental qui est derrière. Alors, il y a plusieurs risques à se poser cette question-là. C'est le risque de l'élargissement et c'est le risque du rétrécissement. L'élargissement parce que, évidemment, la vie sociale ayant été tellement bouleversée, on a peut-être envie de vouloir couvrir des tas de situations. Je pense par exemple à avoir une action politique, alors ça relève plus des municipalités, mais sur des dispensaires locaux, par exemple des dispensaires de santé, des regroupements de maisons médicales, des choses de cette nature-là, où on peut, dans une politique municipale, favoriser ce type de rassemblement. Puis de l'autre côté, ça c'est l'élargissement, ou le rétrécissement, c'est de se dire finalement, est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse juste le fondamental, mais qu'on le fasse bien avec beaucoup moins de monde. Il n'y a pas une réponse claire et nette par rapport à tout ça. La réponse claire et nette, c'est qu'il faut remettre en perspective ce qui s'est passé pour pouvoir arrêter de nouveaux choix. Bon, il est probable que les équipes municipales vont être nouvelles après la période de déconfinement, si on a la chance de revenir à la normale. Elles vont être nouvelles, donc elles vont avoir évidemment à cœur de pouvoir proposer un certain nombre de nouvelles choses dans leur configuration. Et là, ça va être le moment de peser pour voir finalement comment on a géré les choses. Il y a par exemple un point qui a été beaucoup oublié dans de nombreuses collectivités, c'est que les personnes qui n'étaient pas considérées comme étant des personnes indispensables et qui ne pouvaient pas télétravailler. Je pense par exemple à des agents d'espace vert, par exemple. Mais ces personnes-là pouvaient, finalement, auraient pu venir en soutien ou ont peut-être été en soutien d'activités essentielles. Sauf qu'on n'avait pas un plan de formation en amont qui leur a permis de pouvoir finalement assurer dans de bonnes conditions le soutien à des équipes qui sont déjà dans les activités essentielles. Donc on a ces réflexions à faire de prospective par rapport à la surface et le périmètre que l'on veut donner à la collectivité et au travail des personnes, et en même temps comment on s'y prépare avec les équipes. Merci Jack. Je voulais revenir sur les DGS eux-mêmes, puisqu'on est bien dans cette première partie sur la charge de travail des DGS. Jacques a évoqué tout à l'heure l'idée de prendre de la distance. Alors prendre de la distance, il n'y a sans doute pas de recette magique. Est-ce que, Jack, tu aurais quelques pistes à livrer ou Yann éventuellement à compléter? Yann ? Comment on fait pour prendre de la distance dans un tel moment? Comment on fait pour prendre de la distance? Je pense que y a une logique organisationnelle qui s'est imposée durant ce confinement. C'est la logique du séquencement. La logique du séquencement, alors pour prendre l'exemple très simple, c'est j'ai un paquet, je le pose, je le laisse se reposer un peu, une journée, 2 jours, et puis le lendemain, quelqu'un d'autre vient prendre le paquet pour lui faire suivre le reste de sa vie.
C'est ça la logique du séquencement. C'est-à-dire qu'avant, tout se faisait en même temps, on prenait, on ouvrait, on classait, on rangeait, etc. Et petit à petit, avec le corona, voilà, on a appris à séquencer les choses. On a appris, par exemple, ben là où on avait 25 élèves dans une classe, on a dit ben, on va en mettre que 15 et puis on en mettra 15 autres après. Ou on a dit ben, on va ouvrir les déchetteries les jours des voitures paires le lundi et le mardi, et puis les voitures impaires le mercredi et le jeudi, par exemple. Voilà. Donc on a appris à prendre du séquencement. Et je pense que, alors ça peut retarder, mais en fait, on arrive quand même à vivre, hein, et à faire les choses. Je pense que le séquencement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand les urgences arrivent, et prendre de la distance, c'est s'appliquer d'une certaine manière cette méthodologie du séquencement qui est de dire, ben, voilà, le problème m'arrive. Alors après, il y a des fois, il y a des urgences où on ne peut pas faire. Si tout d'un coup, il y a le feu, il faut bien que les pompiers interviennent. Hein, on ne va pas attendre 3 jours. Mais essayer de voir à chaque fois que l'on peut s'appliquer cette méthode du séquencement qui est de les couper. Ça, c'est une manière de ne pas être toujours dans le feu de l'action, parce que le feu de l'action, il peut brûler. Il peut brûler, il brûle les réserves, il brûle les capacités, il brûle la réflexion, l'analyse, etc. Et du coup, il y a une forme de risque importante. Donc, prendre de la distance, c'est ça, quoi. C'est se séquencer par rapport aux difficultés qui se présentent, aux problématiques qui se présentent, pour avoir le temps de la réflexion. Et ça, c'est une autre manière de commencer à piloter sa propre activité et d'introduire ce séquencement dans sa logique d'action. Voilà, c'est un peu de cette façon-là que moi, je me dis. Le lâcher-prise, ce serait se désintéresser. En donnant une délégation, etc. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de mon exposé, bon, le DGS, c'est comme une reine sur un échiquier, quoi. Il doit regarder toutes les cases. Elles sont de son champ de responsabilité, elles sont de son périmètre. Mais par contre, il n'est pas obligé d'aller sur toutes les cases. Voilà, c'est un peu cette nuance-là. Et donc, le séquencement peut aider, en termes de méthode, à prendre un peu de cette distance. Ce n'est pas miraculeux, voilà, mais c'est quand même une autre manière d'aborder sa logique d'action. Merci Jack. Dans son intervention, Yann évoquait effectivement le niveau de stress et l'opposition entre les ressources et les contraintes. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé, qui est celui du burn-out. Est-ce que Yann, il y a quelques éléments, quelques signaux d'alerte à avoir, surtout en début de mandature où on sait que les DGS vont être particulièrement sollicités? Oui, alors effectivement, Philippe, on sait aujourd'hui, on connaît un petit peu mieux les phénomènes du burn-out et vous les connaissez aussi, je pense. Hein, voilà. Il y a le fait on a une vraie inquiétude aujourd'hui en termes de santé au travail sur ces situations de stress extrêmes qui, quand c'est chronique, comme vous le savez, hein, je pense, quand c'est chronique, et Jack en parlait aussi, hein, de cette chronicité, on arrive effectivement à ces phénomènes, ces pathologies de burn-out qui sont cartographiées, référencées par les psychologues, par les psychiatres également, et qui sont mieux connues aujourd'hui. On pourrait appeler aussi ça des psychopathologies professionnelles, puisqu'on sait que le burn-out, l'origine, c'est vraiment le milieu de travail, avec cette question du stress chronique qui arrive, et aussi le comportement de la personne qui fait face à ces contraintes extrêmes et le niveau de stress également qui est récurrent. Donc là, on a aujourd'hui, par rapport aux postes de responsables, que ce soit des DGS, des DGA ou dans l'industrie ou dans d'autres secteurs, on a clairement des risques de burn-out. Hein. Il faut bien sûr ne pas se cacher par rapport à ça. Et la santé des managers, la santé des personnels, c'est quelque chose qui doit être, sur lequel on doit veiller et sur lequel on doit essayer justement de trouver des solutions. Alors, Jack évoquait cette question effectivement du séquencement, de la logique du séquencement. Il y a un champ d'investigation qui est intéressant aussi, c'est le comportemental, c'est-à-dire comment l'individu va gérer la situation de stress et quel mécanisme de régulation il va mettre en place pour que cette situation de stress puisse être minimisée au niveau des impacts sur son état de santé. Sur les clés de gestion du stress, lorsqu'on anime des formations ou des séminaires par rapport à ça, on se rend compte assez vite que chaque individu, chaque personne autour de la table déploie des stratégies de régulation pour pouvoir justement diminuer le niveau de stress. Alors, il y a des choses qui reviennent régulièrement, par exemple, aller faire un petit peu d'activité physique douce, aller marcher, aller dans la nature, faire un petit peu de musique, du théâtre,
prendre plaisir, hein, prendre soin aussi et de soi, par exemple. Et toutes ces choses-là, faire de la musique, sont propres à chaque individu. Donc, on est vraiment là sur le facteur individuel de gestion du stress, mieux se connaître, analyser aussi sa façon de faire pour diminuer le mieux que l'on peut, bien sûr, ces niveaux de stress. Là, on est voilà, sur la problématique de la gestion du stress au plan individuel. Il y a aussi quelque chose qui est important ici à signaler, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on aborde ces situations qui sont très fortement dégradées, on va travailler effectivement sur le niveau de stress pour chercher à justement avoir une adéquation contrainte-ressources personnelles qui se rééquilibre. Ça, c'est le travail sur le stress. Mais on va travailler aussi sur l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comment l'émotion peut être adaptée à une situation particulière. Alors, est-ce qu'on est dans de la résignation, de la colère, vous voyez, de la joie parce qu'on réussit quelque chose? Et ces émotions sont plus ou moins adaptées aux situations dans lesquelles on se trouve, d'où l'apparition de ces concepts d'intelligence émotionnelle. Plus que jamais dans ces situations où les prises de décision sont très rapides, où il y a des enjeux forts, où les délais sont très rapides, plus que jamais, il faut aussi travailler, je pense, sur ce que c'est qu'une émotion et en quoi elle est positive et en quoi, au contraire, elle va pouvoir, dans certains cas, être négatif par rapport à une personne et amener effectivement des choses qui ne sont pas souhaitables à l'origine. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu finalement, Philippe, pour répondre à cette question-là, les deux axes de travail qu'on pourrait imaginer en fait. Merci Yann. Alors, je voulais signaler effectivement que participe également en tant qu'auditeur à cette webconférence Jérôme Landreau et Yann Benamar, Benamar Bada, pardon, qui sont en charge de la santé au travail de la SMACL et qu'effectivement nous travaillons en commun dans les collectivités pour accompagner à la fois les DGS et leurs équipes, et que sur ce sujet des risques psychosociaux, puisque c'est bien de ça dont il était question, nous avons des capacités d'intervention conjointes et qu'il ne faudra pas hésiter à nous solliciter. Je n'ai pas eu d'autres questions sur le fil de conversation, sur la question de la charge de travail des DGS. Ouais. S'il y en a, on les récupérera et puis soit on les traitera à la fin, soit on répondra par écrit. On va peut-être en profiter pour passer au second thème. Très bien. Le deuxième thème que l'on a souhaité mettre en place dans cette conférence, c'est celui de l'isolement qui est apparu comme étant finalement derrière la distanciation sociale. Finalement, on a fabriqué une certaine forme d'isolement. Alors, si la distanciation sociale se justifie en termes de prévention par rapport à la propagation du virus et aux contaminations, le phénomène de l'isolement, lui, finalement, c'est le revers de la médaille. Et ce revers de la médaille, il s'est exprimé très, très fortement pendant la période de confinement. Mais ce n'est pas terminé. Dans ce premier palier de déconfinement, il est toujours présent, certes peut-être avec un périmètre un petit peu moins large que le mois précédent, et il est bien là. Parce que si on pense à l'absentéisme forcé, c'est-à-dire à toutes ces personnes qui ont eu la nécessité de garder leurs enfants ou qui ont encore la nécessité de garder leurs enfants, puisque, on l'a vu, toutes les classes ne seront pas réouvertes et que certains même ne souhaitent pas envoyer leurs enfants à l'école. Donc on a cet absentéisme forcé qui évidemment est un phénomène d'isolement puisque les gens restent quand même reclus chez eux pour garder leurs enfants et puis ils sont invités à sortir malgré tout un minimum dans cette période de déconfinement. Ensuite, on a eu toute la population et celle-là qui est toujours aussi concernée, des personnes qui sont je dirais, mises à l'écart parce qu'elles présentent des symptômes d'autres maladies qui peuvent être très graves pour leur santé au contact du Covid-19. Donc ça fait beaucoup de monde, hein, puisque quand vous regardez la liste publiée par le ministère de la Santé, entre les insuffisants rénaux, les diabétiques et toutes les personnes qui peuvent avoir des problèmes d'obésité, etc., ça représente quand même quelques centaines de milliers de personnes qui sont mises à l'écart dans une forme de quarantaine. La quarantaine, c'est bien ça, c'est un peu la mise à l'écart. Et ça finalement, pour ces personnes-là, la période de déconfinement est encore plus prégnante parce que, du coup, en allant dans la rue, ils peuvent se retrouver avec des personnes asymptomatiques et, du coup, être encore mises en danger.
Donc ça, c'est une deuxième catégorie de personnes qui a été forcée à rester reclus. Et puis, une troisième catégorie, ce sont les télétravailleurs. Alors, les télétravailleurs, c'est légèrement différent, mais c'est un télétravail forcé auquel les personnes ont été confrontées. Alors, dans une impréparation absolument totale, puisque il y avait finalement assez peu d'endroits où il y avait des accords sur le télétravail, et les postes éligibles étaient toujours très restreints, et puis c'était du télétravail de 1 jour par semaine, voire 2 jours par semaine, rarement d'une semaine complète comme on l'a connu. Et du coup, dans cette période dans ce premier palier de déconfinement, ils peuvent évidemment sortir dans le périmètre des 100 km. En revanche, ils restent à travailler chez eux et dans ce travail, eh bien, finalement, il continue tel que c'était. Donc, on voit que l'isolement n'a pas été retiré comme risque collatéral du corona, mais au contraire qu'il est bien là. Alors ça, c'est une situation de diagnostic. Et la réponse à une situation d'isolement, la réponse, elle est toujours avec des respirations collectives. C'est-à-dire que plus on est dans un phénomène d'isolement, et plus il faut que les organisations prévoient des respirations collectives. C'est-à-dire que la meilleure manière de lutter contre le risque d'isolement, parce que derrière le risque d'isolement, il y a des conséquences en termes de lassitude, en termes de désengagement, en termes de démotivation, en termes d'abandon, tous les éléments de risques psychosociaux qu'on pourrait énumérer derrière. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on a un phénomène d'isolement contraint forcé d'une certaine manière. Donc derrière, pour pouvoir contenir ce phénomène, la réponse en termes de prévention, mais en termes organisationnels, c'est de pouvoir organiser des respirations collectives. Plus vous êtes isolé, plus il faut faire des respirations collectives. Là, il y a une espèce d'équilibre à trouver entre ce temps d'isolement et ces respirations collectives. Alors, ces respirations collectives, elles ont pour but de quoi? C'est de restaurer le lien. Restaurer le lien avec l'employeur, et en particulier avec l'employeur public, parce que finalement, une période de 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines peut-être, pour certains peut voir davantage selon comment la situation évolue, ben le lien, petit à petit, il se distend, et dans certains cas, il se rompt complètement. C'est-à-dire que les gens, voilà, ils sont mis dans cette situation-là et puis ils ne revoient pas un avenir et on ne leur dessine pas véritablement un avenir. Donc c'est là où c'est évidemment important pour les organisations et les organisations publiques en particulier vis-à-vis de leurs agents, de pouvoir faire en sorte que ce lien soit restauré. Alors il y a beaucoup d'outils de communication qui ont été utilisés et qui sont utilisés dans vos villes, dans vos communes, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il ne faut pas se contenter des mails, des SMS, de ce que l'on a. Il faut avoir une véritable, j'allais dire, intention sociale en tant que manager d'une collectivité, de pouvoir restaurer et être attentif à ce lien entre les personnes isolées et puis l'organisation. Donc il faut forcer les relations. Alors certaines communes ont mis en place des cellules téléphoniques pour appeler régulièrement les gens, prendre de leurs nouvelles, savoir comment ils s'en sortent, etc. Voilà, ça c'est un type de mesure, c'est un type d'action qui est évidemment à recommander. Mais on s'est aperçu aussi que dans cette période d'isolement, il y avait une force des relations informelles. Vous savez, ce qu'on retrouvait à la machine à café, à la fontaine à eau, pendant les pauses, les cigarettes au bas de l'immeuble, etc. Toutes ces choses-là qui sont du temps où on est ensemble et qu'on peut dire « Ah, ce n'est pas du temps productif », ce n'est pas vrai. Du temps social est toujours du temps productif parce qu'il permet de souder des collectifs, parce qu'il permet de souder des équipes et parce qu'il permet, quand il y a des situations difficiles, finalement que le collectif soit là pour y répondre. Donc, il faut pouvoir restaurer d'une certaine manière ces temps informels. Et il y a des entreprises et des collectivités qui ont monté des plateformes collaboratives où les gens peuvent prendre finalement un café par visioconférence, etc. Ils peuvent se retrouver de cette manière-là. Il faut que l'imagination soit au pouvoir par rapport à ça. Donc, il y a des actions, on peut y en avoir 10 et 1000, hein, ce n'est pas la question de toutes les citer, mais c'est vraiment cette intention de créer des outils collaboratifs de manière à ce que le lien du collectif et du lien avec l'organisation soit restauré. Alors du coup, une fois qu'on a travaillé ce lien, il faut penser l'avenir.
Et penser l'avenir, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire au moment où on va reprendre, où toutes ces personnes qui étaient un peu isolées vont se rapatrier finalement sur leur lieu de travail dans la situation normale. Eh bien ça se prépare. Ça se prépare évidemment avant que ça se passe, parce que ce n'est pas le jour où tout le monde va arriver qu'on va dire « Ah ben tiens, si on faisait quelque chose ». Non, ça se prépare. Et la reprise, elle doit conforter un point fondamental sur lequel on insiste beaucoup par rapport aux collectivités locales, c'est l'identité professionnelle. L'identité professionnelle d'être un agent public. Je vais faire une petite parenthèse par rapport à cette question-là de l'identité professionnelle, parce que c'est une des difficultés du service public. C'est-à-dire qu'on nomme les personnes par leur statut. Ils sont fonctionnaires territoriaux, fonctionnaires d'État, fonctionnaires hospitaliers. Ils sont fonctionnaires, mais ils n'ont pas leur identité marquée très fortement. Quand on travaille dans une ville, qu'elle soit petite ou grande, on dit ah ben tiens, les gens de la ville de la Creuse ou de la région Auvergne ou de la commune de Brest, etc. Je veux dire, on est comme les habitants, on est assimilé en tant qu'agent public aux habitants. Mais on n'a pas sa propre identité professionnelle, c'est-à-dire qu'on travaille pour la ville, on travaille pour le service public, qui était un concept de service public difficile à trouver. Donc, il me semble important de profiter, et puis ça rejoint un peu la question qui a été posée, de profiter de la reprise pour aussi regarder comment, finalement, dans les actions que l'on va mener, on peut faire identité professionnelle. C'est-à-dire identité professionnelle en tant qu'agent de collectivité territoriale. Et du coup, ça veut dire que finalement, d'abord, il faut écouter à la reprise leurs difficultés. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme difficulté? Il faut faire un bilan, finalement, c'est peut-être un peu long, mais c'est indispensable, de faire un bilan avec chacune des personnes isolées. Donc, ça veut dire qu'il faut les recenser, il faut en faire un peu un inventaire, et il faut faire un bilan avec eux. C'est le rôle du manager de pouvoir avoir un entretien de reprise, d'une certaine manière, de dresser ce bilan-là, et ensuite de pouvoir en capitaliser des éléments. Donc, il faut les écouter, mais il faut leur proposer plus que les écouter. Il faut les associer finalement aux réflexions. Il faut les associer aux réflexions de comment va pouvoir travailler la collectivité de demain. Donc, ça rejoint bien la première question. Finalement, cet exercice du périmètre, bien, tout le monde doit être associé. Et en fait, on façonne une identité quand on fait participer les personnes aux projets, aux idées, aux réflexions de la structure organisationnelle. Plus vous les intégrez dans les réflexions, vous les faites participer, vous les faites jouer un rôle collaboratif dans la construction, même si ça appartient à l'équipe municipale, etc. Vous savez très bien comment on nourrit les équipes municipales avec des projets écrits par le secteur administratif. Eh bien, il faut pouvoir les associer. Donc ça, il faut le mettre en scène véritablement pour que les gens sentent qu'ils sont réintégrés dans la marche du monde et qu'ils ne sont pas que des exécutants qui sont là pour désherber les plates-bandes ou enjoliver la commune. Il faut qu'il y ait des projets et que ces projets, ils y soient participants, ils y soient associés. Et là, on façonne de l'identité. Voilà comment, par rapport à cette question de l'isolement, je vois comment on peut en sortir et comment on peut essayer de progresser sur ce point-là à travers la construction et la solidification des identités professionnelles. Yann, est-ce que tu as des points à rajouter ? Alors, merci effectivement pour compléter ce que tu viens d'exposer, Jack. La question de l'isolement qui est propre au risque biologique Covid-19 et qui effectivement physiquement isole les personnes et qui détruit, comme tu le disais, qui peut détruire les collectifs de travail. Donc, l'importance de porter des efforts sur le renforcement et de cette respiration collective. Ça fait référence aussi en sociologie au groupe d'individus, au groupe d'agents en tant qu'entité sociologique bien identifiée, bien évaluée. Et dans cette entité de groupe d'agents, bien penser que chaque individu a besoin d'appartenir à un groupe. C'est vraiment là, on est dans les besoins tertiaires de la pyramide de Maslow. Quel que soit le groupe d'individus, à la limite, mais voilà, l'individu a besoin d'appartenir à un groupe. Et ce que l'individu peut avoir en tant qu'agent, c'est j'appartiens à une collectivité locale, un groupe d'agents, et je suis rassuré parce que j'appartiens à ce groupe et je satisfais ce besoin tertiaire qui est d'appartenir à ce groupe.
en psychologie du travail. Et à partir du moment où on a effectivement, on part de fait de révéler ce besoin d'appartenance à un groupe, alors de prendre conscience que si les individus sont isolés et que le collectif est détruit, alors il faut veiller à renforcer ce collectif avec ces instants de respiration collective que tu évoquais et les reprises d'activité qui se mettent en place pour renforcer ce besoin, pour pouvoir le satisfaire, à ce que chaque agent puisse à nouveau dire ben oui, j'appartiens bien à ce groupe d'agents identifiés au sein de la collectivité locale. Lorsqu'on n'a pas ce besoin qui est satisfait, alors l'individu va chercher un autre groupe. En fait, mécaniquement, il cherche à se raccrocher à un groupe d'humains. Et donc, c'est comme ça que parfois, on voit une personne qui va dire, moi, j'appartiens à une troupe de théâtre. Par exemple, je fais du théâtre. Ou alors, il y a une autre personne qui va dire, moi, je suis dans une association. Et en fait, voilà. Et si on offre un cadre au niveau du groupe d'agents qui est satisfaisant et où on a un accueil, comme tu le disais, Jack, d'organiser effectivement des bilans individuels de retour à l'emploi, ça permet effectivement aux agents d'être rassurés par rapport à ça et de satisfaire ce besoin d'appartenance à un groupe. Et là, en l'occurrence, bien sûr, le groupe des agents de la collectivité locale. Philippe, est-ce qu'il y a des questions? Alors, pas de questions pour le moment. Simplement, M. Robert, effectivement, souhaitera témoigner à la fin de l'exposé des intervenants. Non, je voulais simplement souligner effectivement le lien que vous faites entre l'entretien de retour en emploi après un arrêt de travail et finalement cette circonstance particulière que nous traversons. On sait qu'effectivement l'entretien de retour en emploi n'est pas systématique et on sait pourtant à quel point il est important pour installer dans la durée une reprise d'activité. Oui, tu as raison. Hein. Moi, enfin, on ne revient pas indemne d'une si longue période d'isolement. Parce qu'on a perdu un certain nombre de ces repères. Si on ne les a pas tous perdus, ils se sont un peu émoussés. Et donc, il est important que des entretiens de face à face, alors on dira avec des masques, machin, etc., enfin, toute la protection sanitaire qui va avec, mais cet entretien où, à un moment donné, l'organisation s'intéresse à la personne qui vient en retour. Voilà, cet intérêt porté à la personne, ce qui s'est passé, c'est une manière de la faire revenir, de la faire re-rentrer dans le jeu et en ayant finalement de la reconnaissance. On n'est pas dupe, nous, organisation, on n'est pas dupe de la difficulté qu'a pu être ce temps de plusieurs semaines d'isolement, sans contact autre que les contacts virtuels et informels de courrier, de téléphone, etc., qui s'est déroulé. Et donc, ce temps est primordial. Il y a deux points que je n'ai pas évoqués, mais que du coup, comme il n'y a pas de questions, je vais un peu revenir dessus. La première, c'est la situation des managers et l'isolement des managers. Parce que pendant cette période pandémique et justement pendant la période de confinement, finalement, il y avait assez peu de managers qui étaient aux manettes. Et je dirais que dans l'organisation, ils se trouvaient aussi un peu isolés. C'était très important. Et je pense que ça fait aussi partie des leçons qu'il faudra tirer de cet épisode pandémique. C'est que les managers, ils ont aussi besoin de pouvoir se rencontrer entre pairs dans l'organisation. Ça se fait, mais ça se fait sous la houlette du DGS, ça se fait sous la houlette du DGA dans des communes plus importantes. Mais non, il faut qu'ils puissent entre eux se retrouver pour parler aussi de leur travail, de leurs difficultés, etc. C'est-à-dire que comme certains DGS ont eu le besoin de se retrouver en WhatsApp pour faire des groupes et discuter entre eux, c'est important que dans une organisation, les managers puissent aussi se retrouver entre eux et discuter de la manière dont ils ont vécu cela, mais pas que, et prendre l'habitude de faire des échanges entre pairs. Je pense que ça, c'est vraiment un point sur lequel on doit tirer l'enseignement pour l'avenir. La deuxième chose, c'était une petite mise en garde, c'est que la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains agents de la collectivité où je travaillais auparavant, et qui m'ont dit, oh là là, il faut absolument qu'on rattrape des choses. Il faut qu'on rattrape. Ça veut dire qu'en fait, à peine arrivé, à peine submergé. Aussitôt submergé, quoi. À peine arrivé, aussitôt submergé. Et là, il y a attention, quoi. Attention à ça, de pas immédiatement, je sors d'un isolement pour me noyer dans la piscine du quotidien, quoi.
Donc, il y a ce besoin de rééquilibrer et de finalement planifier. Je sais bien qu'il y aura des rattrapages à faire. Forcément, il y en aura des rattrapages à faire. Mais planifier ces rattrapages avec un plan de reprise qui s'étale sur, selon les situations, plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon les niveaux. Donc ça, c'est important de ne pas arriver et de ne pas submerger. Ce serait le pire des services qu'on pourrait rendre, finalement, les gens disant ben, finalement, j'étais mieux en isolement, j'y retourne, et hop, on fait remonter la courbe d'absentéisme. Voilà. Donc, c'est ces 2 points que je n'avais pas évoqués, que j'avais notés comme étant quand même des éléments sur lesquels il fallait attirer votre attention. Yann, peut-être là-dessus, une réaction? Oui, c'est important, Jack, effectivement de parler de ça, sachant qu'en plus, sur la problématique de l'isolement, ce qui est vraiment très intéressant et très important, c'est qu'on a la chance d'avoir une personne qui nous remonte une question, donc ou du moins un témoignage, pardon, un exemple. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Philippe pour lire peut-être pour l'ensemble des participants ce qui est remonté, parce que c'est ça illustre bien tout ce qu'on est en train de dire en fait. Oui, alors c'est effectivement une participante qui relate le fait qu'après le premier tour d'élection municipale et tout le stress qui accompagne cette campagne, eh bien, il y avait effectivement des élus municipaux qui étaient repliés sur eux-mêmes, perdus, essoufflés, bousculés. On peut le comprendre puisqu'en fait leur mandat ne démarrait pas vraiment non plus. Donc j'ai dû gérer le service à rendre au public en identifiant des priorités inédites tout en maintenant le lien avec les agents, toutes catégories confondues. J'ai créé une astreinte cadre chargé de prendre en charge la gestion quotidienne. Formidable relais, agents très soudés, mobilisés, et également une création, une mise en place d'un Google Group pour diffuser à l'ensemble des agents, couper des informations et de la proximité avec leurs responsables l'essentiel de la vie municipale. Voilà, c'était donc le témoignage effectivement d'une participante sur une initiative. C'est très intéressant parce qu'on voit bien que l'imagination est aussi au pouvoir. C'est-à-dire que pour arriver à refaire du lien et à le maintenir, à le faire tenir, eh bien, il y a des initiatives là, comme le Google Group, l'astreinte des cadres qui font vivre tout le monde. Il faut inventer de nouvelles modalités de l'organisation, de nouvelles modalités de management pour faire face finalement à ce risque d'isolement, quoi. Parce que le pire serait qu'on ait à déplorer quelqu'un qui part en burn-out, voire en crise suicidaire dans une situation comme ça, quoi. Ce serait vraiment une catastrophe absolue, quoi. Donc, alors, Yann évoquait les ressources et je voulais juste apporter un complément, c'est qu'effectivement, chaque année, nous effectuons un baromètre, une enquête très large auprès des agents et s'il y a bien une ressource qui est considérable, c'est leur attachement aux missions de service public et leur très fort engagement personnel sur ces sujets. Donc, je crois qu'il y a là effectivement un terreau important. Jacques, effectivement, c'est la question de la création d'une identité de la collectivité au-delà de effectivement ce sentiment très fort d'utilité qu'ont les agents. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on passe au troisième thème, alors qu'on a intitulé de manière un peu pompeuse, mais retour de l'espoir pour la population, parce que finalement, le service public, il est aussi là pour que les gens vivent bien entre eux, que la concorde soit bien présente dans le village, dans la commune, dans l'ensemble de la ville, et que du coup, finalement, on est le service public, ça veut dire qu'on est au service du public. Et si on est au service du public, eh bien, il faut pouvoir lui redonner une certaine forme d'espoir. Alors déjà, on voit comment les choses ont été compliquées, et c'est pas fini, sont compliquées par rapport aux écoles, maintenant au collège et puis peut-être demain au lycée. On voit combien c'est complexe. On voit comment les choses sont compliquées pour la remise en marche des marchés. Jackie me faisait observer, quand on a préparé tous ces webinaires, me disait en fait, ce qui était bien dans les marchés, c'est la foire. C'est le fait de se retrouver, de pouvoir papoter au coin du stand, d'être ensemble, de voir les sourires sur les visages, etc. Et là, on est en train de fabriquer des marchés où il y a un sens unique de circulation, on est tous espacés les uns des autres. Et en fait, finalement, on n'est que sur de l'alimentaire
alimentaire au sens large, mais on n'est que sur ce volet-là, le côté regroupement social, vie commune, etc., s'efface derrière les injonctions du corona. Donc, c'est vrai que c'est difficile de redonner de l'espoir quand finalement tout ce qu'on a à leur proposer, quelle que soit la manifestation, c'est des lignes de démarcation au sol ou des barrières derrière lesquelles il faut laisser s'écouler les queues du public. Donc c'est vraiment une tâche qui va être très compliquée. C'est une tâche qui va être très compliquée, d'autant que cette période, ça aurait pu tomber à Noël, mais ça n'a pas été le cas, chez nous en tout cas, elle tombe au moment des mois de mai, de juin, juillet, août et septembre, qui sont les mois où on sort pour faire la fête, quoi. Alors, j'ai rien vu sur la fête de la musique, mais j'imagine tout ce qui va pouvoir se dire dans un mois par rapport à ce temps qu'il y a d'habitude. Alors, je voudrais quand même, du coup, pour aborder cette question, dire quelles sont dans un premier temps les dispositions de prévention par rapport aux risques sanitaires. Parce que quand même, la connaissance sur la propagation du virus, les connaissances évoluent. Il y a des études, des recherches, des articles qui sont publiés régulièrement et qui nous mettent un peu à jour de la connaissance. En fait, ce dont aujourd'hui on est à peu près sûr, c'est que pour avoir une infection, il faut être exposé à une certaine dose de virus. C'est-à-dire qu'en fait, on dit on transmet le virus, mais non. En fait, c'est quand on respire, si on est infecté, si on est contaminé, on va avaler des milliers de virus. Parce qu'à chaque fois que l'on tousse, que l'on éternue, que l'on respire, une personne porteuse du virus expulse. Et selon si c'est une respiration, des centaines de gouttelettes. Si c'est de la parole, ça peut être quelques milliers. Si c'est un éternuement, c'est des dizaines de milliers de gouttelettes ou une toux. Et donc, évidemment, les situations ne sont pas pareilles. Mais la question qu'on se pose, c'est ces milliers de gouttelettes, où vont-elles ? Comment se comportent-elles ? Et là, ça devient compliqué parce que finalement, on ne sait pas trop. On sait que ça va assez loin. On sait que pour pouvoir en respirer un millier qui serait une des bases de contamination si on se réfère aux autres virus, pour l'instant on ne sait pas exactement sur le Covid, mais sur d'autres virus on était autour de ça pour avoir une contamination. Donc il faut qu'on puisse les absorber pour être contaminé. Et du coup, plusieurs études commencent à montrer que les flux d'air sont extrêmement importants sur la diffusion de tous ces virus qui sont disséminés par la respiration, par la toux, à partir de personnes porteuses du virus, bien évidemment. Et qu'ils sont disséminés. Et ils sont disséminés dans la nature, et que si cette nature, c'est un espace clos, eh bien, le temps où on est dans cet espace clos est un facteur favorisant de la contamination. Donc ça, c'est une donnée qui est vraiment importante, c'est-à-dire que, en fait, l'infection, elle est, d'une certaine manière, c'est une équation. L'infection est égale à l'exposition à des personnes qui ont le virus, mais multipliée par le temps. Et rappelez-vous, dans les mesures qui étaient préconisées dès le début, quand à l'époque on parlait de la distanciation sociale, qu'on remplace de plus en plus par la distanciation physique, mais on disait 1 mètre et 15 minutes. 1 mètre et 15 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, la distance et le temps sont deux éléments majeurs de la contamination. Alors, on voit bien, par exemple, pour des bureaux administratifs dans vos mairies, si les postes de travail sont dans le flux d'air et que l'un de vos agents est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il est porteur du virus, qu'il est asymptomatique, et que son poste de travail est dans un flux d'air, eh bien, tous ceux qui sont en face ont toutes les chances, au cours d'une journée de travail, de capter suffisamment de particules virales pour être à leur tour infectés. Ce qui veut dire que ça redonne du corps à une mesure de prévention fondamentale, on l'a dit, on l'a redit, mais peut-être pas avec la pertinence qui était utile, qui est l'aération des locaux fermés. L'aération des locaux fermés, en étant évidemment très attentif au flux d'air quand il y a des personnes. Et c'est une des problématiques, par exemple, que l'on a avec la réouverture des restaurants. Parce que si vous avez des tables qui sont en face de la clim et dans le flux d'air,
eh bien forcément, ça posera des problèmes. Donc ça, c'est voilà, un des éléments sur lesquels on n'avait pas suffisamment insisté. Alors j'en reviens à notre ouverture vers les populations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, entre toutes les formes de manifestation à ciel ouvert et les formes de manifestation en espace clos, évidemment, il faudra toujours privilégier les manifestations en ciel ouvert. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de pouvoir jouer sur le temps et que finalement, les temps de contact entre les individus puissent être les plus relatifs possibles, les plus courts possibles. C'est pour ça que finalement, dans quelques études que j'ai pu voir, les contaminations dans les supermarchés, alors qu'il y a quand même beaucoup de monde, mais que ça va, on n'est jamais véritablement les uns en face des autres, etc. Il n'y a pas de temps de contact véritablement entre les personnes. Finalement, ça génère, par rapport à la masse de personnes qu'il y a, ça génère assez peu de contamination par rapport, toute proportion gardée, à ce qui se passe dans l'environnement familial ou à ce qui se passe dans l'environnement de travail. Donc, ça veut dire que du point de vue de vos animations, des choses que vous pourrez imaginer, eh bien, il va falloir jouer sur la question de l'espace. Plus vous élargirez les zones, et mieux cela vaudra par rapport à la dispersion dans l'atmosphère des particules virales qui sont susceptibles d'y être. Et en même temps, moins vous aurez de contact en termes de durée des personnes les unes avec les autres, et mieux cela ça vaudra. Donc voilà un cahier des charges un peu basique pour les manifestations. Alors du coup, si on se pose par exemple l'idée d'une manifestation musicale parce que le mois de juin, c'est un peu un mois qui est souvent dédié à la musique. La question n'est plus de faire venir les gens à la musique, mais plutôt de faire aller la musique vers les gens et dans des milieux ouverts. Moi, j'ai pu voir dans une collectivité une proposition de manifestation qui est de dire voilà, on fait une déambulation de musiciens, de groupes de musiciens dans la ville et qui vont faire des étapes avec évidemment un minimum de barriérage pour éviter le contact entre les musiciens, surtout s'il y a des appareils, voilà, s'il y a des chanteurs ou quoi que ce soit. Une distance raisonnable d'un minimum de 2 mètres entre les musiciens et puis un public, et surtout pas de sédentarité, c'est-à-dire des temps de musique, des séquences de musique qui peuvent être assez brèves, de l'ordre de la dizaine de minutes par exemple, inférieures à 15 minutes étant le maximum, et qui se déplacent vers un certain nombre d'endroits. Et ce que j'avais vu et que j'avais trouvé ça intéressant, c'était que finalement les musiciens allaient se déplacer dans les EHPAD, ou en restant dehors, ce qui permettait aux personnes qui sont dans les EHPAD d'être aux fenêtres, d'être au balcon, etc., d'aller vers les hôpitaux, d'aller vers les pharmacies, c'est-à-dire des lieux un peu mythiques qui avaient finalement marqué la crise, qui avaient été des symboles pendant la crise. Et du coup, ça permet d'avoir une fluidité des spectateurs qui restent en place, et ce sont les musiciens qui se déplacent, et qui permet d'amener de la joie et de la bonne humeur à un moment où finalement tout le monde en a besoin. Alors c'est un exemple, et parmi il doit y en avoir 100 autres, mais voilà, c'est cette idée il faut renverser un peu les rôles, où on stockait finalement un public et qui pendant 1h30 écoute un spectacle ou autre. Et bien finalement c'est la musique qui se déplace vers les publics, et les publics dans les différents endroits. C'est ces changements de paradigme que il va falloir essayer de trouver pour l'ensemble des manifestations, et je comprends que ce n'est pas forcément facile, mais encore une fois, voilà, la créativité, avec des artistes, on peut s'appuyer sur eux, le tout étant de pouvoir réguler. C'est-à-dire que, en fait, plus on veut être dans le festif, et plus il faut être rigoureux sur la mise en place de l'organisation. Et ça veut dire qu'entre des groupes, mais ce serait vrai pour, je ne sais pas, peut-être pour des vide-greniers ou des marchés un peu atypiques de cette nature-là, ou la fête du village, etc., il faut qu'il y ait une régulation très forte avec les organisateurs ou avec les entreprises qui vont faire ces organisations. Dans le cas de mon exemple, c'était les artistes, mais dans le cas de la fête du village, ça pourrait être avec les forains, pour toujours tenir ces deux injonctions du départ entre l'espace et le temps qui permettent d'éviter les contaminations. Voilà un peu des éléments autour de cette question, parce que c'était finalement, c'est aussi un enjeu de santé morale pour les communes, pour les populations. On traverse
On n'en est pas sorti, on traverse une zone très, très perturbée et il faut donner de la compensation. C'est un peu, je disais, l'isolement, la compensation, c'est la respiration collective. Eh bien, pour les populations, l'isolement, c'est aussi un peu de la récompense festive qui va étirer un peu de sourire, qui va donner un peu de sourire dans la vie de cet été, où déjà on voit les plages pour les communes côtières, comment ça a été compliqué pour arriver à avoir un minimum d'usage. Donc il faut arriver à tenir cet enjeu, et ce n'est pas facile, mais en tout cas c'est ce à quoi je vous invite. Yann? Oui, pour compléter très rapidement, Jacques, ce que tu viens d'indiquer, en fait, en tant qu'ergonome, ce qu'on fait aussi dans ces situations, c'est d'analyser le travail et d'imaginer des situations de travail entre les agents et les administrés, les publics extérieurs. Et donc, l'analyse de ces situations de travail vont nous permettre de mieux comprendre les communications interpersonnelles entre l'agent et les publics extérieurs. Et ce niveau de communication interpersonnelle va nous amener effectivement aux problématiques que tu indiquais, c'est-à-dire la distanciation et le temps que l'agent va passer en communiquant avec l'usager. Ce qui est très important ici aussi, c'est qu'on est obligé effectivement d'imaginer des situations de travail futures probables en ergonomie. On n'a pas la situation de travail à analyser immédiatement, donc on est obligé d'imaginer ces situations de travail qui vont se mettre en place dans le cadre de ces événements festifs, par exemple, ou des marchés ou des choses. Et donc, ça nous ramène vraiment à de bien comprendre le travail réel des agents sur la fonction qui est de communiquer avec les usagers et dans quelles conditions cette situation de travail va finalement se mettre en place et est-ce que l'agent peut effectivement garder cette distance, garder ce temps relativement réduit dans le cadre des différentes tâches qu'il doit exercer dans sa mission de service public. Voilà, donc c'est vraiment aussi pour les ergonomes un vrai défi qui est lancé là, en imaginant que certains déterminants de l'activité réelle de travail puissent effectivement impacter la sécurité de l'agent qui va être effectivement en relation avec le public. Voilà, je laisse la parole à Philippe par rapport à des personnes qui souhaitent s'exprimer. Philippe. Oui, alors on va proposer éventuellement à Amalia Martinez qui a apporté une contribution par rapport à ce qui s'organise dans sa collectivité. Si elle est susceptible de prendre la parole pour le présenter, ce sera plus intéressant que la simple lecture de son message. Donc là, je me tourne vers Madame Martinez, savoir si elle est connectée. Oui, le micro est désactivé par contre. Madame Martinez, votre micro peut être réactivé en bas à gauche de l'écran si vous voulez. Bien, bah écoutez, j'attends de voir si Madame Martinez intervient sur le sujet. Je voulais quand même prolonger l'échange qui vient d'avoir lieu et vous renvoyer vers une émission qui a été diffusée l'année dernière sur les chaînes du service public, chaîne de télévision, qui s'intitulait « Derrière l'événement », où on voyait le rôle effectivement déterminant qu'avaient les agents des collectivités dans l'organisation de tout un tas d'événements culturels, festifs. Et on voit bien que c'est aussi une occasion peut-être de créer du lien au sein de la collectivité. Alors, si Madame Martinez n'est pas susceptible d'apporter son témoignage… tu nous en donnes un peu lecture? Oui, je vais à ce moment-là en donner la lecture et elle peut intervenir évidemment à tout moment. Donc, effectivement, elle souligne que le tissu associatif est particulièrement en souffrance et que dès l'installation du conseil, les élus se pencheront sur les possibilités de réouverture ou de reprise d'activité. Et donc là est évoquée une activité de cirque qui devrait être organisée en septembre dans le parc pour réunir les habitants en respectant la distanciation et les mesures sanitaires. Cet événement sera calibré en fonction de l'évolution du contexte, mais permettra de redonner de la légèreté en touchant également toutes les catégories de population, jeunes, familles, personnes âgées. Il y a également un autre projet qui devrait avoir lieu en septembre avec un programme proposé par une association de sapeurs-pompiers autour d'un hommage au 11 septembre et ainsi que la sécurité des automobilistes. Encore une façon de réunir un large public.
Voilà. Il y a un point que tu as évoqué là au début de ton intervention, Philippe, qui est les organisateurs par rapport à l'émission que tu évoquais. Effectivement, moi j'ai eu dans mon travail là auprès du ministère à examiner le guide des professionnels du spectacle. Alors, c'est essentiellement des entreprises qui tiennent des grosses salles ou des structures comme l'Opéra de Paris, etc. Donc, c'était des très grosses entreprises. Mais je trouvais qu'ils ne pensaient pas suffisamment à ceux qui travaillent dans l'ombre, ces invisibles qui font finalement tenir une organisation. Alors je pense aux hôtesses d'accueil, je pense à la sécurité, je pense aux techniciens qui sont là pour la lumière ou quoi que ce soit, ou je pense finalement aux vestiaires, enfin aux personnes qui s'occupent du nettoyage des sanitaires, bref à tout ce personnel qui font que la manifestation peut se dérouler. Et ce que moi je pense véritablement, c'est que au moment où il y a un accord pour faire une manifestation, et encore une fois dans le cadre de la préservation pour la santé, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un accord, une convention dans lequel les conditions de travail des agents publics qui sont mobilisés, que ce soit les policiers municipaux, que ce soit le service technique, que ce soit le service communication ou le service ou l'office de tourisme, le syndicat d'initiative, etc., il faut qu'il y ait véritablement une convention qui parle des conditions de réalisation du travail et des uns et des autres. Je pense que, par exemple, pour la déambulation que j'évoquais tout à l'heure, il est important qu'il y ait un vestiaire avec des sanitaires et des lavabos pour que les artistes musiciens puissent se laver les mains régulièrement pour se préparer dans de bonnes conditions avec de la distance. Donc, il leur faut un local pour ça, alors qu'avant, je dirais, dans leur voiture ou dans leur camion, ils se débrouillent. Non, là, on change de dimension. Mais inversement, il faut aussi que les artistes soient respectueux des policiers municipaux qui peuvent canaliser la foule, c'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas attraper par des selfies ou des signatures d'autographes, que sais-je. Voilà, c'est-à-dire qu'il y ait des parts des engagements réciproques, et ça va sans le dire, c'est mieux en le disant, c'est encore mieux en l'écrivant. Donc je pense qu'il faut un document conventionnel, contractuel, il ne s'agit pas de faire en une page, on peut réserver ça, mais qui permet d'avoir de la préparation et surtout de pouvoir penser à la régulation de l'événement pendant qu'il va se dérouler. Alors, je souhaiterais qu'on puisse donner la parole à Xavier Robert, qui aurait une intervention à faire. Voilà. Il y aura une question également qui est posée, mais après l'intervention de Xavier Robert. On vous écoute, Monsieur Robert. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, très bien. Oui. Très bien. Je ne sais pas si vous me voyez. On ne vous voit pas, mais on vous entend. On vous entend, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Allez-y. Non, ben merci tout d'abord pour vos interventions respectives. Non, moi, ce que je voulais simplement, peut-être ça répond en écho à ma question du départ. Si ce n'était pas une occasion pour les collègues DGS de revoir un peu l'ensemble des missions qui sont effectuées. Moi, il y a souvent une phrase qui me frappe souvent chez mes collaborateurs ou chez les agents en particulier, c'est pourquoi tu fais ça comme ça? On est toujours comme ça. Alors, c'est peut-être une occasion inespérée, c'est d'où ma question, de revoir un petit peu le niveau des missions qu'on exerce. Est-ce qu'elles sont toujours pertinentes? Est-ce qu'on est toujours adapté à la situation actuelle? Et c'est peut-être une occasion précisément de revenir sur ce dont vous parliez, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, pour faire participer mieux les agents à ça, de revoir un peu nos systèmes de gouvernance, de sortir un petit peu de ces schémas classiques de gouvernance un peu verticale, et puis de revenir sur de la vraie participation. Et à mon sens, ça commence déjà peut-être par de l'information partagée. On se rend compte que souvent la communication est assez éparse, partagée. Et je pense que la confiance passe d'abord par ces relations d'information un peu plus claires, transparentes, que ce soit avec les élus, les collaborateurs, entre membres du CODIR, entre managers en général et le manager en particulier, enfin les managers en général, mais les DGS en particulier et CDGA ont un rôle prépondérant en la matière. Peut-être que rétablir cette confiance, libérer la parole avant de penser à toute intelligence émotionnelle et collective, ce serait à mon sens un préalable indispensable dans le cadre de cette reprise d'activité.
Moi, dont vous parliez. je partage, La je question du partage tout à sens, fait. finalement. Pourquoi on Voilà. fait toujours ça comme ça? Je partage Et tout à fait revenir votre. peut-être à des valeurs. Ah, pardon. Hmm. Voilà, simplement, très rapidement, mais sans doute, c'est ce qui pourrait peut-être unir vos différentes interventions, au-delà même de l'aspect ergonomique, technique, de souffrance au travail, etc. Puis revenir au bien-être finalement des agents qui en ont beaucoup souffert ces dernières semaines, évidemment. Oui, Donc, vous avez parlé de l'écoute aussi. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, l'écoute en soi ne suffit pas, mais peut-être de libérer d'abord la parole pour trouver des solutions qui soient co-construites, partagées. Ça me semble un préalable indispensable à toute reprise d'activité. Voilà, très rapidement. Merci. Donc, ma question, c'est plutôt une affirmation qu'une question, mais je pense qu'on peut largement la partager. Merci, Monsieur Robert, pour effectivement cette analyse et ce point d'entrée pour la participation, la libération de la parole, etc. C'est évidemment, moi, je ne saurais que trop vous encourager dans cette piste-là. Alors, en même temps, il faut être un peu méthodique, c'est-à-dire que tirer les enseignements, il faut qu'on puisse tirer les enseignements de cette période dans tous les secteurs et selon toutes les configurations. Donc, ça veut dire qu'il faut un peu un guide. Il ne s'agit pas de faire une usine à gaz, hein, mais d'avoir un guide un peu repère sur lequel on va pouvoir accrocher. Parce que avant de se projeter sur une autre manière de fabriquer, une autre manière de faire, une autre manière de faire vivre le service public, il est important d'avoir un élément de diagnostic de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'il aurait fallu que l'on fasse, etc. Qu'on se pose toutes ces questions, je dirais un peu en termes de diagnostic, je ne veux pas employer un mot trop généraliste, mais quand même, quoi, ce besoin de poser les choses pour, à partir de ce constat, et une fois qu'il est partagé, à partir de ce constat, une fois qu'il est partagé, à ce moment-là, se mettre en mouvement pour créer un avenir, dessiner un avenir et un nouveau canevas organisationnel peut-être qui essaiera de mieux répondre aux attentes de tous. Mais ce qui est clair, c'est que la participation, c'est le carburant de la confiance. Ça, c'est clair. La reconnaissance et la participation, c'est toujours le carburant de la confiance. Voilà. Philippe, autre question? Oui, juste rebondir sur les propos qui viennent d'être portés sur l'importance évidemment de l'encadrement de proximité dont on connaît le rôle déterminant. Alors la question qui a été posée concernait les contacts physiques et notamment à l'occasion d'une fête foraine ou d'une brocante. Qu'en est-il des objets touchés? Sur les objets touchés, c'est pareil, l'expulsion du virus, il se fait dans l'environnement. Et les virus qui sont projetés par la toux, par l'éternuement, par la parole, par la respiration, eh bien, ils ont une course et ils finissent cette course. La plus grande majorité des courses des virus, c'est de finir au sol. C'est-à-dire qu'ils retombent. En fait, ils retombent par le phénomène gravitaire naturel du poids de la gouttelette, même si une gouttelette, ça pèse vraiment quelques microgrammes, peut-être même un peu moins quelquefois, et du coup, la retombée, elle peut être assez longue, elle est quelquefois asséchée avant de disparaître ou d'être tombée au sol. Et puis, il y a une partie qui, évidemment, se dépose sur des surfaces. Alors là, sur les surfaces, on n'est pas très carré. Finalement, on sait que quand il y a des surfaces humides, les virus qui sont dessus peuvent se maintenir beaucoup plus longtemps, de l'ordre de plusieurs jours. Quand on est sur des surfaces inertes et sèches, il peut se maintenir que quelques jours. Mais je dirais, il n'y a pas une unanimité dans ce que j'ai lu. Je n'ai pas forcément tout lu, mais j'en ai lu beaucoup. Il n'y a pas forcément une unanimité sur est-ce que c'est 4 heures, est-ce que c'est 8 heures, voilà. Là, on ne sait pas très bien. Sur tout ce qui est un peu humide, et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu des phénomènes de groupes, de clusters qui sont apparus dans des abattoirs où il y a quand même un taux d'humidité qui est extrêmement important. C'est des milieux qui sont à 90% de taux d'humidité, d'hygrométrie. Eh bien, il y a eu des clusters qui sont apparus dans ce type
situation de travail. Donc, on voit bien que l'humidité par rapport aux surfaces, elle peut être un phénomène de maintien du risque. Alors après, il y a eu le grand débat, on a eu le débat des masques, mais il y a eu le grand débat, il y a eu le débat sur les gants. Les gants, au début, beaucoup de monde portait des gants et quand on regarde maintenant, de moins en moins portent des gants. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on s'est rendu compte que finalement, quand on prenait des surfaces qui pouvaient être infectées avec des gants, le virus se collait sur les gants. Et comme on a des mouvements irrépressibles de mains portées au visage, ça peut être des centaines de fois dans une journée, et ben ces mouvements irrépressibles, au bout d'un moment, on a des captations d'attention qui sont sur autre chose et on ne maîtrise pas son mouvement et instinctivement, eh bien, on se gratte l'œil, se gratter le nez, mettre le doigt à la bouche, enfin, toutes choses possibles qui amènent la main dans le périmètre de la bouche et du nez, voire des yeux. Et du coup, s'infecter. Donc voilà la question des surfaces. Alors du coup, ça a provoqué l'abandon des gants, sauf pour un usage extrêmement ponctuel et extrêmement court et où il faut maîtriser son mouvement, et au profit de la mise en place un peu partout de gel hydroalcoolique pour se frotter les mains ou de conseils énormes de lavage de mains. Mais quand j'entends qu'il va falloir que les enfants dans les collèges ils se lavent 12 fois par jour les mains, il ne faut pas rêver, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des consignes, ça va vraiment être très, très difficile. Même si intelligemment, on peut les entendre, dans la réalité, ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça que le gant a un peu disparu au profit du gel hydroalcoolique. Ce qui est important de savoir, c'est que le virus a une espèce de couverture lipidique et que, en fait, quand on se lave les mains avec le savon, il y a des tensioactifs qui sont dans le savon et qui permettent de dissoudre assez facilement cette espèce de membrane lipidique, même si ce n'est pas une membrane, mais de carapace lipidique que détient les virus. Donc, le savon est très efficace. Et le gel alcoolique, l'alcool dissolvant aussi les graisses, c'est aussi un élément clé. Donc, voilà, on en est là sur la question des surfaces. La difficulté avec ce virus, c'est qu'on est dans l'invisible en permanence. Et un invisible, quand il se déplace, parce que bon, quand on parle, on projette des gouttelettes, mais on ne les voit pas. Mais en plus, l'invisible par rapport aux porteurs du danger. C'est-à-dire que voilà, des gens qui sont asymptomatiques, ils ne le savent même pas. Donc, on a cette espèce d'invisibilité à deux couches là, qui fait qu'on essaie de tout confiner pour faire face à ça, parce qu'on ne sait pas où est le maillon faible, quoi. Donc, on prend multiples précautions, on essaie d'être le plus loin possible les uns des autres, etc. C'est ça l'origine de toutes ces mesures de prévention. C'est qu'on a affaire à une invisibilité totale de ce qui peut se passer. Quand vous êtes avec des molécules qui sont toxiques, même des gaz comme le monoxyde de carbone qui est invisible et qui est très toxique, ça ne fait rien. Vous savez où sont les générateurs potentiels de ça. Ce sont des objets fixes, des chaudières, des cheminées, des moteurs, des choses de cette nature-là. On sait où c'est, même s'il est invisible, on sait. Là, on ne sait pas, quoi. Là, on ne sait pas où c'est. N'importe qui peut être susceptible de le porter. C'est ça qui rend les choses difficiles pour cette lutte contre le corona. Merci Jack. Nous n'avons pas de nouvelles questions sur le fil de discussion. Je vais peut-être profiter de cet instant avant de repasser la parole à Jackie pour rappeler que dans le cadre du partenariat qui nous lie au SNDGCT, eh bien, il y a des dispositifs d'accompagnement psychologique qui sont prévus à différents niveaux, soit en présentiel, soit possiblement à distance. Et on redonnera effectivement via le SNDGCT un certain nombre de précisions sur ces accompagnements psychologiques à destination des adhérents du SNDGCT, parce que ça fait le lien avec la première thématique, effectivement, par rapport à la charge de travail des DGS et effectivement les DGS qui avant sollicitaient peu ce type de soutien. On le rencontre maintenant, même si c'est pas facile à livrer, mais effectivement, il peut y avoir des besoins d'accompagnement.
Je voudrais également souligner que ce travail que nous faisons en commun avec le SNDGCT, eh bien, il se fait avec SMAC l'assurance et que désormais, la question va être de voir comment nous pouvons vous accompagner aussi dans vos collectivités et que vous puissiez exprimer vos besoins d'accompagnement, et ils sont variés. On en a abordé un certain nombre lors de la première webconférence. Plusieurs sujets ont été évoqués aujourd'hui. Je rappelle qu'effectivement, lors de la première webconférence, il a été beaucoup question du DUER, des plans de documents uniques d'évaluation des risques, des plans de continuité d'activité, des risques psychosociaux, sans oublier évidemment tous les risques historiques comme les troubles musculo-squelettiques. Donc, nous sommes à votre disposition pour étudier les modalités d'accompagnement dans les collectivités en direction de vos agents également. Je propose à Jackie d'assurer peut-être la conclusion de cette deuxième webconférence. Jackie ? Jackie ? Alors, j'ai l'impression que Jackie a été déconnectée. Oui, on a perdu Jackie. Bon, alors, dans ces cas-là, Jacques, est-ce que tu veux dire quelques mots de conclusion en attendant? Ah, Jackie se reconnecte. Écoute, oui, je peux dire quelques mots de conclusion en attirant vraiment l'importance sur les acteurs dans une organisation. On est toujours très attiré par les aspects matériels, par les aspects organisationnels et pas suffisamment par les acteurs. Or, je pense que ce que l'on a essayé de démontrer à travers finalement les deux webinaires, c'est le rôle primordial des acteurs. Sans les acteurs, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de création, il n'y a rien, quoi. Donc, ce sont vraiment les acteurs qui sont les moteurs. Et s'agissant des moteurs, eh bien, il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de vous, mesdames et messieurs les DGS, les DGA, il faut que vous preniez soin de vous parce qu'on a besoin de vous, parce que les collectivités, les communes, les agglos, les syndicats ont besoin de votre travail, que vous soyez là aux manettes pour faire perdurer cette vie sociale qui nous caractérise, nous autres, dans notre pays. Et donc, vous êtes évidemment l'acteur moteur, l'acteur clé, l'acteur, je ne vais pas dire principal, parce que ça ferait évidemment de l'ombre à monsieur ou mesdames les maires, mais vraiment dans le pilotage du quotidien, dans la cheville ouvrière du fonctionnement, c'est bien sur vous que ça repose. Donc, acteur essentiel. On a beaucoup cité le management. On a beaucoup cité le management comme acteur aussi de cette mobilisation, de ce travail, de cette prévention qu'il faut faire et de cet accompagnement de tous les agents publics. On a pensé aussi aux agents, à ceux qui étaient isolés, à ceux qui allaient travailler pour redonner un peu d'espoir aux populations, à s'intéresser à leurs conditions de travail pour justement qu'ils puissent donner de l'espoir sans être pénalisés par des expositions qui seraient préjudiciables à leur santé. Il y a peut-être un acteur qu'on n'a pas suffisamment entendu, dont on a peu parlé, j'en ai un peu parlé lors du premier webinaire, là aujourd'hui assez peu, c'est le dialogue social. Ce sont les représentants du personnel. Ce sont des acteurs clés dans les organisations à vocation participative, à vocation collaborative. C'est vraiment les représentants du personnel. Ce sont des gens sur lesquels il faut s'appuyer. Alors des fois, on a des prises de bec. C'est pas moi qui ai été 5 ans directeur des relations sociales à la ville de Lyon qui vous dirait le contraire. Mais vraiment, c'est un outil, le dialogue social. Mais plutôt que d'être simplement un outil, c'est un atout. Donc, il ne faut pas hésiter à aussi investir dans le dialogue social parce que voilà, la confiance, elle passe aussi par la confiance qu'on accorde aux représentants du personnel. Voilà un peu ce que moi, je pouvais dire en termes de conclusion. Est-ce que Jackie nous a retrouvés? Oui, je vous ai retrouvé. Bon, Jackie, voilà, j'ai un peu… Vous avez perdu, ça a déconnecté chez moi. Bon, vas-y. Un mot pour conclure, Jackie, puis il est l'heure de la fin du webinaire. Tu peux dire… Oui, alors la conclusion, elle est forcément… elle est difficile parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que on vit un grand paradoxe dans cette période. Le paradoxe où on pensait que tout était accessible, tout était possible, tout était facile.
Et on s'aperçoit que on ne repart pas de zéro, mais on n'est pas loin de repartir de zéro. Et on doit réapprendre un certain nombre de choses. En plus, cette crise, on ne sait pas comment elle va se dérouler. Il faut passer l'été, mais aussi il faut se donner une perspective. On ne peut pas rester comme ça, les bras ballants. Et ce qui est assez réconfortant, c'est que les territoires sont très innovants. On s'aperçoit que du terrain et des territoires, il se passe beaucoup de choses. Alors, c'est évident que on ne pourra pas, comme ça, trouver toutes les solutions en quelques jours, quelques semaines. Il va falloir revenir sur les sujets qu'on a abordés ce matin avec nos partenaires, SMAC, MNT, Prémanis, sur ces sujets que vous avez traités. D'abord, je voulais vous dire un grand merci à tous nos intervenants de ce matin, nos experts, nos partenaires, mais aussi tous ceux qui ont participé à ce webinaire et puis ceux qui ont posé des questions. Vous aurez un replay, le lien qui vous sera donné cet après-midi pour le replay de cette matinée. Vous dire combien il a été important pour le syndicat et les partenaires d'organiser un petit peu ces 3 sessions. Beaucoup de collègues ont participé à ces 3 sessions. Nous donnerons une suite, évidemment, dans le cadre du partenariat des savoirs avec tous ces sujets sur santé-travail, bien-être au travail. On essaiera de rechercher des pistes, de regarder quels sont les territoires les plus innovants qui donnent envie d'imaginer avec eux une suite à ce que nous sommes en train de vivre. En tout cas, on ne lâche pas le terrain, nous on ne lâche pas prise. Hein, on ne lâche pas prise, on reste avec l'ensemble des collègues, on reste avec nos partenaires, mobilisés, et on reviendra vers vous dans les semaines à venir pour voir un petit peu comment ensemble on peut continuer cette aventure qui est quand même une drôle d'aventure que l'on vit, où parfois on se sent un peu seul, on se sent parfois isolé, un peu déconfit même parfois, hein, mais sachez que vous n'êtes pas seul, mes chers collègues, et on essaie d'être ensemble pour continuer cette aventure compliquée pour nous tous. Voilà, en guise de conclusion. Merci. 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 Jackie ?